Morph TCG, un jeu de cartes à collectionner, on en parle aujourd'hui en podcast interview avec son auteur Léandre Proust. Hello, bienvenue au studio Garageux. Aujourd'hui on parle d'un projet inédit, on parle d'un jeu de cartes à collectionner à seulement 2€ le booster, avec une carte unique au monde dans chaque booster. Et oui, c'est un projet qui arrive sur Kickstarter en financement participatif le 9 septembre. C'est un projet de Léandre Proust, auteur-éditeur de Gram Édition. On le reçoit aujourd'hui sur la chaîne et vous allez pouvoir écouter cette vidéo en podcast. Il va tout nous dévoiler sur le jeu, donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Surtout que je vous propose en plus en commentaire un concours pour gagner son prototype Alpha 1, donc attention, moi je vous propose de participer, et vous allez en plus avoir tout plein de teasing. Si jamais vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser le 5 septembre à 21h, ça sera en live du coup avant le financement participatif qui est le 9 septembre, et en plus de ça, il y aura en description la vidéo à 2 joueurs, la partie à 2 joueurs, et également ma critique un peu plus tard. Avec tout ça, je pense que vous serez fournis, et en plus vous pouvez même jouer au jeu en print and play, pareil, le lien en description pour le tester si vous voulez savoir si oui ou non ce jeu est fait pour vous. On y va, on reçoit Léandre. Allez, c'est parti. Léandre, c'est à toi. Et salut, tu vas bien? Salut. Bon, bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau Garageux. Mais merci beaucoup. Ça fait très plaisir d'être ici. Eh ben écoute, tu étais déjà venu une première fois, justement, on parlait de Clash of Deck. Tu étais déjà venu à la Garageux à cette époque-là, Ouais. qui tourne un peu partout dans le monde. Tu as fait beaucoup de tournois sur ce jeu de cartes, tu as fait plein de choses dessus. Et j'allais te dire un petit peu pour l'ouverture de cette explication, bah déjà, est-ce que tu as un peu des choses à rajouter sur cette présentation très succincte de ma part? Je te laisse un petit peu finir la présentation. Faut que je donne mon CV entier. Waouh. T'as vu ça? Non, c'était bien, c'était concis, c'était très clair. Je te remercie pour cette présentation. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais sur ce qui nous intéresse essentiellement, c'est ce qui me définit. Je suis auteur, éditeur de mes propres jeux à travers Gram Édition, ma société. Et on est 3 dans la société. Il y a moi, Adeline, ma compagne, et une salariée qu'on a recrutée récemment qui s'appelle Doria. Donc on est une toute petite structure et on gère à la fois de l'édition de jeux minimalistes, souvent par Kickstarter en financement participatif, donc en vente directe. Et on a aussi une autre casquette qui est le Filimag et le catalogue de Noël de Philibert. Voilà. Ça fait du taf tout ça. ça fait. Ouais. Et tu t'es dit tiens, c'est parti, faisons un TCG, Morph TCG accessible à tous, un projet un peu fou on peut dire parce que c'est assez inédit de proposer des boosters à 2€. Alors pour commencer cette vidéo, j'allais dire parce que on parlait de Clash of Deck, tu as pris de l'expérience par rapport à toute ton expertise de Clash of Deck pour venir sur le TCG. Est-ce que Clash of Deck t'a permis de venir d'être là aujourd'hui? Ouais, en fait, Morph, c'est une évolution naturelle de Clash of Deck. Clash of Deck, pour resituer ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Garageux de 2022, allez voir, d'ailleurs, le lien est juste là. Non, pas du tout. En description. On a fait une vidéo d'introduction, comment jouer, etc. Le jeu a beaucoup évolué, et en fait, Morph, pour moi, c'est une évolution logique de Clash of Deck vers un nouveau modèle, qui est le TCG. L'idée c'est j'ai repris les mécaniques principales de Clash of Deck et je les ai vraiment trempées dans la sauce TCG, c'est-à-dire où on a un deck, on construit un deck de 40 cartes, on a une défausse, on a vraiment des emplacements en jeu, on est plus dans les codes du TCG que Clash of Deck qui était une mécanique très spécifique, un deck building qui tenait dans la main avec un système de points de vie et de mana reliés, enfin c'était très très particulier, mais j'ai réussi à retranscrire un peu l'idée de Clash of Deck dans un TCG et c'est ça Morph quoi. Dans les En gros, c'est ce qui te manque dans Clash of Deck. Dont on va parler, notamment, je vais pas te dire encore, mais le principe de personnalisation, des boosters très accessibles et des cartes uniques, tout ça, on en parlera tout à l'heure. On va pas tout spoiler. Mais ouais, Morph, c'est le digne héritier de Clash of Deck. Mais Clash of Deck n'est pas mort pour autant. Clash of Deck, la version papier physique a terminé d'être édité. On a fait 10 extensions autonomes du jeu. Aujourd'hui, Clash of Deck vient juste de sortir en application mobile. Et donc, Clash of Deck est disponible pour tous sur Android et iOS depuis le début août. D'accord, ok. Donc ça continue à vivre et il y a une communauté qui continue à jouer d'ailleurs aussi sur Board Game Arena. Il y a toujours plein de monde qui joue dans le monde, dans le monde entier. Alors de moins en moins parce que justement on essaie de scinder. En fait, on essaie de pas scinder la communauté entre l'app et BGA, et donc on essaie de rameuter les personnes de BGA sur l'application. D'accord, je comprends. Ouais, c'est cool.
C'est chouette. Et alors, on parlait au tout début dans mon intro, je disais ça peut intéresser les joueurs de jeux de société. Est-ce que tu pourrais en quelques mots décrire justement Morph TCG pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là on a parlé un tout petit peu de Clash of Deck, tu disais c'est une évolution. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Morph TCG en quelques mots par rapport justement à cette évolution et pourquoi arriver sur du TCG, quoi. Ouais. Alors l'idée de départ, c'était de faire un modèle de jeu qui va durer. Tous les projets éditoriaux auxquels je réfléchis, je les pense dans la durée. Je ne sais pas de faire des feux de paille, de me dire je lance un jeu et puis au suivant. L'idée sur tous les projets que je fais, que ce soit Clash of Deck ou la gamme Micro Hero que j'ai fait récemment ou la gamme League Pocket également, c'est des projets que j'essaie d'inscrire dans la durée sur au moins 1, 2, 3 ou plus encore d'années. Là, l'idée c'était de pouvoir, après Clash of Deck, expérimenter le modèle TCG, qui est un modèle qui, si ça fonctionne, peut s'inscrire dans la durée. Le modèle a été pensé pour ça, en tout cas. Et en fait, je suis parti sur ce format de jeu, parce que j'en ai encore jamais fait. J'ai jamais expérimenté de base des choses. Et le TCG, c'est un milieu que je connaissais en tant que consommateur, juste en tant que joueur. Moi, j'aime bien picorer divers TCG, mais je m'étais jamais vraiment plongé dessus du point de vue éditeur et auteur de jeu. Et donc, ça a été une expérience de développement intéressante. C'est même des salons, en vrai, c'est des salons différents, c'est des communautés de joueurs qui sont différents. Ça se recoupe avec le jeu de société, mais il y a de la porosité entre les deux, mais c'est pas tout à fait le même profil de joueur. Ah, c'est clair. Et même au sein même des joueurs de TCG, il y a même différents profils de joueurs également. Donc c'était intéressant d'aller sur une espèce de nouvelle niche à explorer. Moi, je suis un explorateur de base. J'aime bien expérimenter des trucs, prendre mon petit bateau et puis naviguer sur des nouveaux flots. Et je trouve ça assez stimulant de pas rester sur des acquis et de pas toujours refaire la même chose en boucle et de pouvoir juste expérimenter, en fait. C'est ça qui me fait kiffer. C'est pour ça que je fais des jeux et c'est pour ça que mes projets sonnent souvent comme un peu atypiques dans leur forme ou dans leur manière d'être commercialisés. Oui, et en te disant ça, j'ai pas du tout répondu à la question qui était qu'est-ce que c'est Morph. Non mais effectivement, alors on va pas vous expliquer les règles du jeu aujourd'hui, hein, c'est pas le but pour ça. D'ailleurs, il y aura en description, vous pourrez regarder, on va faire une partie, donc on vous invitera à regarder la partie. Ensuite, il y aura même, d'ailleurs, j'en profite, il y aura un live pendant la campagne, vous pourrez assister, vous pourrez participer en tout cas. Donc ça sera tout marqué en description. Donc profitez-en. Et en plus de ça, donc on disait tout à l'heure, il y aura en plus le collecteur à gagner, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc en gros, effectivement, ma question c'était Morph TCG pour les gens qui ne connaissent pas, et surtout parce que des fois les joueurs de jeux de société ils ont peur. Il y a marqué TCG, dès qu'il y a marqué TCG, en général ils se barrent en courant. Alors je disais attention, vous partez pas de suite parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, non, partez pas tout de suite, ça va bien se passer. Franchement, ça va bien se passer. Alors, Morph TCG, on est sur un TCG, comme ce que tu as dit au départ, ça sera le TCG le plus accessible du monde, dans le sens où ça sera un prix de booster extrêmement bas par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché. Actuellement, sur le marché, un booster de cartes se situe souvent entre 4 et 7 euros, on va dire en moyenne sur les boosters standards. Je parle pas des boosters collectors ou autres qui sont beaucoup plus mais là on se situe sur vraiment un prix planté de 2 euros qui est extrêmement bas. Je pense que ça serait très compliqué de faire plus bas en termes d'économie. Nous on peut se le permettre parce qu'on passe par Kickstarter. On peut se le permettre aussi parce que on est une toute petite équipe, donc on n'a pas beaucoup de personnes à payer, et on peut se le permettre aussi parce qu'on est sur un jeu où, je sais pas si on va voir, mais il n'y a pas d'illustration. On a un cadre ici, une découpe à la place de l'illustration, et en fait on va pouvoir glisser derrière n'importe quelle carte de n'importe quel autre TCG pour venir skinner, personnaliser toutes les cartes de Morph. Et du coup on va pouvoir choisir toutes les illustrations qu'on veut en fusionnant les deux cartes, la carte Morph et la carte d'un autre TCG, pour créer vraiment la carte qu'on désire. C'est juste un skin qu'on met, c'est pas du tout mécanique, tout ce qui est mécanique est déjà présent sur la carte, avec à chaque fois le coup de mana, l'attaque, la défense et les capacités spéciales. Et on est sur un jeu d'affrontement en 1 contre 1, mode solo, par équipe, on le développera dans un second temps. On a déjà des pistes de réflexion dessus, mais pour l'instant, sur la V1 du jeu, sur le Kickstarter, on va se construire uniquement sur un mode 1 contre 1. Il n'y aura pas d'autres modes de jeu à part celui-ci. Et on est sur un jeu qui reprend vraiment les codes de Clash of Deck avec donc coup de mana, je disais, attaque, défense et capacité. On va avoir un deck de 40 cartes qu'on va créer au début de la partie. On va piocher 4 cartes et on va devoir affronter un adversaire. À chaque fois, on va devoir poser une carte de sa main en mana. Et dès qu'on n'a pas 4 cartes en main, on va repiocher une nouvelle carte. Donc on a un cycle de cartes en main qui est toujours disponible.
Le but du jeu, ça va être de mettre des tartines à l'adversaire. Et comme on est sur un jeu où on a que des cartes, on a 40 cartes et c'est tout, pas de jetons, pas de marqueur, rien. Dès qu'on va mettre des dégâts à l'adversaire, on va meuler, donc c'est-à-dire prendre autant de cartes du deck de l'adversaire et les mettre dans sa défausse. C'est un jeu qui est extrêmement épuré, simple, rapide, qui peut se jouer à la fois en côte à côte ou en face à face. Il y a d'autres particularités un peu ergonomiques très intéressantes dans ce jeu qui n'existent nulle part ailleurs. C'est que toutes les cartes sont recto verso, avec d'un côté ici une disposition pour les droitiers. Juste là, vous avez toutes les informations lisibles quand vous les avez dans votre main qui sont situées sur ce côté-là. Et pour les gauchers, on retourne la carte avec toutes les informations de l'autre côté. Ça permet d'avoir une ergonomie parfaite, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Voilà, on a beaucoup réfléchi sur l'ergonomie du jeu. Ça, c'est un des détails qui en général fait mousse, parce que les gauchers sont souvent délaissés, les pauvres. Autant les daltoniens, il y a plein de choses pour eux, il y a des petits symboles, il y a des cartes, il y a des trucs. Les gauchers, tout le monde s'en fout. À ça, il n'y a pas de souci. Léandre, tu es gaucher? Absolument pas. Très bien. Mais par contre, je suis très à l'écoute des retours que j'ai eu justement sur Clash of Deck. Et sur Clash of Deck, un des gros retours qu'il y a, c'est que j'ai 18% de mes joueurs qui m'ont dit, et ils m'ont pas tous dit, mais quand j'ai fait le sondage, en tout cas sur Kickstarter, il y avait plus de 1000 personnes qui ont répondu, et il y a environ 18% de la population qui tiennent ces cartes comme des gauchers, c'est-à-dire en éventail inversé. Et moi, je ne suis pas gaucher, mais j'ai entendu qu'en fait, c'était pas agréable de jouer avec juste une mauvaise visibilité du jeu quand t'as tes cartes en main. Et je le comprends en fait. Moi, je me suis amusé à le faire, hein. À me dire, bah attends, si je suis droitier, ok, c'est cool. Là, j'ouvre mes cartes en main, hop, je vois toutes les informations ici sur les côtés, c'est génial. Par contre, à l'inverse, si je suis gaucher, hop, toutes mes informations ici, je vois rien. Je que dalle. Donc je me suis dit, tiens, c'est un vrai truc à faire, dans la mesure où on est obligé de personnaliser ces cartes, donc on est obligé d'avoir une sleeve à glisser à l'intérieur, et ben autant valoriser le dos. Et j'avais l'option de faire français-anglais, recto verso. Je me suis dit, allez, on va faire droitier-gaucher. Et si jamais, il y aura une version anglaise de toute manière, mais si jamais il y a d'autres langues, au moins je me restreins pas juste au français-anglais. Il y aura à chaque fois du coup des boosters par langue. D'accord. Ah, excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière sur quand tu disais donc les cartes effectivement sont personnalisables. Et si les gens comme moi, par exemple, jouent avec toutes leurs cartes ou qui jouent pas au TCG, par contre, ils peuvent quand même tout à fait jouer sans pour autant personnaliser les cartes, hein, parce que du coup, je sais pas si c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que les cartes, elles sont sous ce format-là. Et en fait, la découpe interne ici, il y aura pas un trou tout de suite en tout cas. Il y aura une découpe qui sera attachée par 3 points d'accroche et qui sera facile de dépuncher. Dessus, il y aura déjà une illustration de base, comme Clash of Deck, qui sera facile de dépuncher. Donc, si vous n'avez pas d'autres illustrations, d'autres cartes de TCG à personnaliser, vous laissez la carte telle quelle, vous la glissez dans une sleeve et c'est bon. Vous avez la carte telle quelle. Si jamais vous voulez personnaliser, vous dépunchez et vous glissez n'importe quelle carte derrière et bim, bam, boum, ça vous fait une carte personnalisée. Ok, super. Ouais, comme ça permet, tout le monde est content. Ça permet de, il y a à la fois l'originalité, il y a la fois... en fait, on voulait pas exclure. Pareil, tout ça, c'est des réflexions qu'on a eues après. On s'est dit, attends, est-ce qu'on crée des cartes, des boosters en plus, qu'on appelle des cartes skin? On s'est dit, c'est quand même dommage. On a un espace inutilisé de la zone à découper qui sert à rien. On va pas produire des cartes en plus à personnaliser dans la mesure où on peut simplement en fait imprimer quelque chose directement sur cette surface-là. Voilà. Et je l'ai pas dit, mais le pourquoi il y a un trou? Il y a un trou parce qu'en fait, en tant que toute petite équipe, on n'a pas le budget, nous, pour faire appel à des artistes et créer des illustrations dédiées au TCG. On est sur des budgets assez importants. Quand on fait des illustrations TCG, on est sur des fourchettes de prix entre 500 et 1500 euros par illustration. C'est complètement hors budget pour nous en tant que toute petite équipe. Et du coup, plutôt que de faire appel à des IA ou des trucs un peu dégueulasses comme ça, l'idée c'était de se dire que dégueulasse moralement, j'entends pas forcément en résultat, mais l'idée c'était de dire comment on peut penser un TCG sans IA et sans faire appel à des illustrateurs. En tout cas, comment, avec cette contrainte-là, est-ce que c'est possible? Et du coup, c'est de cette contrainte-là qu'est née l'idée de pouvoir mettre des trous et personnaliser avec des cartes qu'on avait déjà chez nous. Et faire aussi, en fait, que le jeu soit accessible au terme financier, c'est pour ça que c'est non effectivement. Ah ouais, complètement. Tous mes jeux, moi, sont extrêmement accessibles. D'habitude, on pratique le principe de prix libre ou le free-to-play ou ce genre de modèle. Là, sur le TCG, on s'est dit, ça va être compliqué de faire du prix libre. Parce que ça a un coût pour le coup de faire un TCG, ça coûte assez cher. Et on s'est dit, on va essayer de tirer le prix au plus bas, et le plus bas qu'on ait pu proposer, qui sont à chiffre rond, c'est 2 euros. Ok, super. Et pour information, c'est le prix Kickstarter, mais ce sera aussi le prix boutique. Si jamais il y a un distributeur derrière,
on a déjà calibré ce prix-là pour que ce soit le même prix à la fois sur KS que le prix boutique. Ok. Alors tu nous as parlé tout à l'heure, donc tu nous as dans les grandes lignes expliqué les principes du jeu. Tu as parlé de prodiges. Enfin, je sais pas si tu en as parlé ou si en tout cas si j'anticipe, mais je pense que voilà. T'en as pas parlé. T'en as pas parlé. Donc il va y avoir des prodiges. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces prodiges? Qu'est-ce que c'est pour le jeu? Il tourne autour de justement c'est qui ces prodiges? Ouais. Les prodiges, c'est les 15 héros que les joueurs peuvent incarner. Et dans l'idée, on va construire son deck autour d'un prodige. Donc les prodiges sont à chaque fois bicolores. Je peux vous en montrer un. Alors c'est un proto, donc prenez pas la mouche. Ici on a un prodige par exemple qui a deux couleurs, ici, jaune et bleu. Ici, donc il y a deux couleurs sur la carte. C'est-à-dire que dans mon deck, que je veux créer autour de mon prodige, je peux mettre 40 cartes, c'est la première contrainte de deck building. La deuxième contrainte, c'est que je ne peux mettre que des cartes qui sont de la couleur de mon prodige, je peux mettre que des cartes de faction jaune et bleu, sachant que dans le jeu, au total, on a 6 factions. Je vais pas vous dire toutes les couleurs, mais on a notamment le bleu et le jaune ici, il y en a 4 autres. Et la troisième contrainte de deck building, en plus des 40 cartes et des deux couleurs que je peux intégrer dans mon deck, c'est que en bas de chaque carte, vous allez pas très bien le voir, mais tout en bas ici, on a le niveau de rareté de la carte et on a également une valeur en points qui est les points de puissance. Et dans son deck, on ne peut pas intégrer plus de 200 points de puissance. Un peu comme les armées à Warhammer, pour ceux qui connaissent Warhammer, vous avez en fait des listes d'armées. Donc là, ce sera des listes de cartes. Sur vos 40 cartes, vous ne pouvez pas dépasser 200 points de puissance parce que du coup, les points de puissance indiqués en bas de chaque carte, c'est le révélateur, l'indication de la puissance intrinsèque de la carte. C'est-à-dire son rapport coût de mana, statistiques et capacités. Plus le niveau de puissance est haut, plus la carte sera juste forte. Et donc on peut pas mettre que des cartes ultra fortes dans son deck. On devra mettre au maximum un total de 200 points de puissance, 40 cartes et maximum 2 couleurs qui sont les couleurs de son prodige. Et chaque prodige a un effet qui coûte 1 mana à déclencher et ensuite on applique son effet et chaque prodige est unique. Pas unique dans le sens qu'on ne l'a qu'un, mais à chaque fois on a un pouvoir qui est très central. C'est-à-dire que le pouvoir est pas anecdotique comme dans Hearthstone par exemple, où c'est j'envoie juste un dégât et puis c'est tout, par exemple pour le mage. Là on est sur des capacités sur lesquelles on a envie de construire un deck autour. Est-ce que tu veux que je montre les cartes? Je peux les montrer les cartes du proto? Ah oui, bien sûr. Si ma caméra veut bien. Vas-y. Je précise que ce que tu as actuellement en main, c'est c'est la V1 d'un proto qui n'est pas du tout définitif, parce que c'est la V1, et on a déjà reçu même la V2 actuellement, et on est en train de tester cette V2. Voilà, donc comme tu disais, oui, tu peux bien sûr, voilà, pour montrer les points comme ça, c'est pas mal. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, on va même la monter. Hop, parce que moi, je suis pas sûr que moi on voit bien si je montre. Voilà, comme ça. Si je montre à la caméra ici. Hop. Voilà, les trois types, parce qu'effectivement dans le jeu, t'as les communes, tu as les rares et les uniques. Donc donc effectivement là, l'écran, voilà, à l'écran là, il y a 3 niveaux de rareté. Là là on les voit. Ok. C'est ça. Moi, je vois rien, mais je te fais confiance. Toi, tu vois rien, mais effectivement, donc là, c'est ce que tu disais. Là, il fait comme pour juste, effectivement, quand tu parlais des capacités, là-bas, la commune, elle a une capacité, la rare, elle en a 2, et l'unique, elle en a 3, et avec les points qui sont en dessous que vous pouvez voir ici. Hop, et on revient par-dessus. Hop, voilà. Et donc, il y a effectivement, je rebondis justement sur le côté cartes, les différentes raretés des cartes, comme tu en parles. Les cartes communes, ce sont des cartes qui sont assez peu impactantes, qui ont des niveaux de rareté qui varient entre 1 et 3. Les cartes rares, elles ont toujours 2 capacités, sont déjà un peu plus solides. Les niveaux de puissance varient entre 2 et 6. Et les cartes uniques, donc ce qu'on appelle les légendaires. Et quand je dis unique, c'est vraiment unique, c'est-à-dire qu'il y a que vous qui possédez exactement cette carte-là de cette couleur avec ce coup de mana, ses statistiques et ses capacités. Personne d'autre ne la possédera. Et cette carte-là a un niveau de puissance qui varie entre 3 et 20. 20, c'est extrêmement fort, ça a un vrai impact quand ça arrive en jeu, mais je te rappelle, on est limité à 200 points de puissance, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre que des cartes à 20 dans son deck. Déjà, si on en met 5 sur les 40 cartes, on a déjà cramé 100 points de puissance. D'autant que dans ce jeu, on est sur un jeu où on va pouvoir notamment meuler et faire perdre des cartes de l'adversaire sans qu'il puisse les jouer, et donc mettre des cartes avec des niveaux de puissance qui sont élevés, c'est prendre le risque de trop miser sur une carte que tu ne pourras même pas jouer. Donc, il y a un équilibre qui se fait à ce niveau-là. Et quand je parlais de cartes uniques, il y en aura une dans chaque booster. C'est ça que je voulais dire. Vas-y. Allez, rebondir là-dessus. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de poser mes questions. Vas-y. Chaque booster, chaque booster coûtera 2 €. Pardon, la display, du coup, de 24 boosters sera au prix de 48 €. Et dans chaque booster, il y aura 6 communes, 3 rares, une légendaire et un prodige.
aléatoire sur les 15. Et donc il y aura systématiquement une carte légendaire unique dans chaque booster. Alors donc ce système justement d'unique, comment c'est possible dans chaque booster? C'est une génération, parce que c'est vrai que là il y a quelques TCG, on va dire, qui font des cartes uniques. Pourquoi avoir eu envie de faire des cartes uniques dans le jeu? Parce qu'il y a un côté collection. C'était quoi ton envie là-dedans? Non, justement, en fait, tu peux pas collectionner. Vous voulez un jeu, en fait, vous voulez un TCG qui soit dédié aux joueurs et pas aux collectionneurs. Le fait d'intégrer des cartes uniques notamment, ça devient un jeu que tu ne peux pas vraiment collectionner. En tout cas à 100%. Tu peux collectionner du coup les cartes communes et les cartes rares, c'est possible, mais tu pourras pas avoir, aucun joueur ne pourra avoir précisément le même deck. J'aime beaucoup cette idée-là, et j'aime beaucoup l'idée de ne pas restreindre non plus le nombre de cartes légendaires dans un deck, et de vraiment pouvoir en mettre pas seulement 3, tu vois, où il y a un impact assez mineur, mais tu pourras en mettre peut-être 8, 10, parce que tu n'es pas obligé de mettre des légendaires qui ont 20 points de puissance. Il y a des légendaires que tu peux mettre qui ont 3, 5, 7 de puissance, donc tu peux vraiment en mettre un certain nombre dans ton deck. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a fait le choix d'en mettre une par booster, c'est pour pas que les gens galèrent à les obtenir. Nous on voulait que ce soit en fait c'est légendaire dans le sens où c'est unique, mais on voulait pas que ce soit un fardeau d'aller les récupérer, quoi. Voilà. On voulait que ce soit récupérable facilement, et on voulait une espèce on voulait pas des decklists fermes et définitives que tout le monde copie. On voulait qu'il y ait des socles communs de cartes communes et rares qu'on puisse prendre, mais qu'on ait chacun une partie du deck qui soit entre guillemets personnalisable en fonction des cartes uniques qu'on a récupérées. C'était l'idée. Ah, et il y en a qui vont un peu sauter au plafond entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a les jeux qui ont essayé de faire des cartes ou qui font des cartes uniques ont toujours des problématiques, parce que dans l'équilibrage c'est un enfer, hein. Quand tu fais des cartes uniques, ça veut dire que l'équilibrage t'as des millions de cartes uniques, et comment tu t'as décidé de gérer là-dessus? Parce que il y en a qui vont se dire bah mais attends, obligatoirement ça sera pas équilibré s'il y a des cartes uniques. Il y a des cartes cheatées, quoi, ça va être chiant. Ouais. Bah en fait pas vraiment. En fait, mais c'est une très bonne question. L'idée c'est que une carte commune et rare, de base, elle a un coût de mana, des statistiques, et ensuite son niveau de puissance varie uniquement en fonction de la ou des capacités qu'elle possède. Il faut savoir que les capacités, ce sont les petits icônes qui sont représentés juste ici. Hop, les icônes qui sont là. Donc il y a un icône, un nom et une définition à chaque fois. Pas comme Clash of Deck, on avait mis que l'icône. Là cette fois-ci, il y a vraiment un nom et la définition qui permet d'avoir un accès toujours facile à ce que ça fait comme effet. L'idée, c'est que on a, entre guillemets, seulement 21 capacités dans le set 1. Il y a 3 capacités communes qui sont présentes dans toutes les factions du jeu, et il y a 3 capacités de factions qui sont propres à chaque faction. Donc au total, on a 21 capacités, et ces capacités-là, en fait, il est assez facile de pouvoir les mélanger ensemble pour voir s'il n'y a pas des abus ou des choses qui casseraient le jeu. 21 effets, c'est relativement simple dans le développement d'un jeu à pouvoir équilibrer. En fait, il faut savoir que pour la création d'une carte unique, on va avoir le coût de mana, statistique et capacité, et c'est chaque élément modifié et qui est majoré qui va impacter le coût de puissance. Je m'explique. Si jamais il y a une réduction du coût de mana, ça va impacter le coût de puissance. Si jamais il y a une augmentation de la valeur d'attaque de 1, 2 ou 3, ça va augmenter le coût de puissance. Si jamais il y a une augmentation des points de vie, ça va augmenter le coût de puissance. Si jamais il y a une capacité, telle capacité, en fonction des capacités choisies, également, ça va impacter le coût de puissance. Et c'est l'addition de tous ces paramètres ensemble, tout cet assemblage, qui va définir le niveau de puissance de la carte. Et donc, il n'y aura pas d'effet dévastateur et unique aux cartes uniques. Il n'y a que des effets qu'on va retrouver dans les cartes communes et rares, qui vont être réassemblés ensemble dans les cartes uniques. Pour que ce soit équilibré, quoi. C'est bien pensé, quoi. Super, en tout cas, pour ce système d'unique, c'est vraiment bien pensé pour éviter d'avoir des espèces de boucles infinies qu'on peut avoir sur certains jeux, etc. Donc ça, c'est pas mal. Je reviens juste aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on construise notre deck, les 40 cartes, et avec les systèmes de points. Les gens qui n'auraient pas le temps de faire ce système de points-là, t'as prévu de toute façon d'autres. T'as prévu aussi qu'ils puissent jouer avec des starters, comme on dit, etc. pour découvrir le jeu sans avoir besoin de faire obligatoirement leur construction de deck. Ouais, c'est une expérience que j'ai vécue sur Clash of Deck. L'idée, moi, c'est que sur Clash of Deck, j'avais donné une petite boîte à outils de pack d'initiation en disant allez-y, créez et draftez vos cartes. Il y en a, ça les bloque vraiment. Ils ont envie, ils ont besoin qu'on leur passe à un deck préconstruit, et du coup, de cette leçon, j'ai tiré des enseignements, et il y aura effectivement, du coup, 2 produits cartes, en fait, dans le Kickstarter. Il y aura
la display de 24 boosters, mais il y aura aussi un deck de démarrage. En fait, il n'y en aura même pas un, il y en aura 3 différents. Il y aura 3 decks de démarrage, à chaque fois bicolore, parce qu'à chaque fois, c'est associé à un prodige, et donc, il y aura possibilité d'avoir le jeu comme ça, clé en main, avec 3 decks de démarrage. Decks de démarrage, pour information, sur Kickstarter seront, et en boutique aussi, seront au prix de 8 euros. Ok, ça permet comme ça que les gens puissent découvrir. Ouais, exactement. Et dedans, t'auras tout, hein. T'auras tout ce qu'il faut, sauf les sleeves. Faudra quand même avoir ces sleeves. L'idée, c'est que t'as toutes tes cartes, t'as 40 cartes de créatures, et t'as ton prodige. La règle du jeu, sous forme de juste une page, pour les parties d'initiation. Mais par contre, il faudra acheter les sleeves. On n'a pas imposé l'achat des sleeves parce qu'on s'est dit qu'il y a des gens qu'on avait certainement déjà chez eux, mais il y aura quand même des sleeves qui sont vendus pendant la campagne Kickstarter avec le logo au dos en noir de Morph. Okay. De Morph. Ok, super. Alors, je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, voilà, le prodige, il a 2 couleurs. Il a, voilà, il peut avoir 2 spécificités. Ces couleurs, elles ont un type défini de gameplay, on va dire, il y en a qui vont dire ça va ramper, ça va être plus aggro, ça va être plus défensif, etc. Qu'est-ce que ça donne, ces couleurs? Du coup, on va pas toutes les définir, mais en gros, ça marche comment? En vrai, je peux très rapidement, en quelques secondes, je peux les définir chacune. Faut juste que je me souvienne de toutes les couleurs qu'il y a. Le jaune, c'est du spawn de créatures, donc c'est plein de petites créatures brouillantes qui vont déferler sur le terrain. Donc c'est vraiment essayer de surprendre l'adversaire par le nombre. Le rouge, c'est la faction aggro, donc on va générer aggro et blast, on va générer beaucoup de dégâts directs sur le deck de l'adversaire. Le vert, c'est du ramp, on va générer énormément de cartes de mana, de ressources pour tenter de submerger l'adversaire en ressources. On a le bleu, c'est du contrôle. On va essayer de ralentir l'adversaire, le temporiser pour essayer de prendre le contrôle du board. Le gris, c'est des combos depuis la défausse, donc en gros une espèce de réanimation. Et le violet, c'est de la value et de la régénération. Voilà. Et l'idée, c'est que quand tu joues ton prodige, donc tu as le pouvoir de ton prodige, tu as 2 couleurs, et en gros, tu vas mixer 2 archétypes, ça c'est ce qu'on appelle des archétypes, 2 familles, 2 styles de jeu que tu vas mixer ensemble. Tu vas prendre aggro et ramp. Value et combo. Et donc l'idée c'est de pouvoir avoir un pool comme ça de combinaisons que tu vas pouvoir mixer pour avoir une expérience de jeu unique. Ok, super. Donc ça permet comme ça de vraiment faire son deck à sa façon, à sa sauce. Ouais. Sachant que t'es pas obligé de faire les 2 couleurs, tu peux très bien décider de prendre qu'une couleur si vraiment tu veux être monotone. Ah ouais. Tu veux être monocouleur. Ah, si t'es monomaniaque, comme ça tu peux faire full rouge. Full voilà, c'est ça. Moi, je vais faire monocouleur et je vais mettre que des illustrations de bardes derrière, je te préviens. Le troll. Ouais, c'est comme ça que je joue, sinon je joue pas. Ok, alors, du coup, par rapport à tout... D'ailleurs... Vas-y. Vas-y. T'avais une question, c'est toi qui poses des questions. Et je voulais rebondir sur un truc qu'on me dit souvent, notamment sur les illustrations. On me dit, oui, d'habitude, sur les TCG, moi, je regarde une illustration et je sais ce que la carte fait. Là, ce sera pas le cas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de lisibilité du coup en jeu? Et en fait, souvent à ça, je réponds que non, il n'y a absolument pas de problème de lisibilité parce que il faut savoir que l'illustration ici c'est juste du skin. Et à partir du moment où vous arrivez à identifier les pictos ici des capacités spéciales, vous pouvez identifier n'importe quelle carte, même des cartes uniques que vous n'avez absolument jamais vues. Il faut considérer les capacités comme un alphabet. Si vous connaissez votre alphabet, vous pouvez lire n'importe quel mot. Là, c'est le même principe avec carte de Morph. Ok. On en a pas parlé tout à l'heure, mais la durée d'une partie, parce que c'est un peu important pour certaines personnes, combien de temps il faut compter sur une partie. Ouais, c'est variable. On a au tout départ, dans la V1, V1.1 même j'ai envie de dire, un deck faisait 50 cartes à l'époque. Les parties étaient un peu trop longues, les points de vie étaient également un peu trop élevés, parce qu'il faut savoir que les points de vie, également les cartes de votre deck, et on a décidé de réduire à 40 cartes, qui donne des parties plus rapides. On va dire que selon les profils de joueurs, le temps de réflexion et le style d'archétype qu'on va avoir, si par exemple c'est de l'aggro, si en face c'est aussi un deck qui est assez agressif, ça peut être des parties rapides. On va dire que globalement, on est sur des parties qui varient entre 20 et 30 minutes. Ok, donc ça reste des parties assez rapides. Ouais. Et puis après, quand on connaît bien le jeu, on peut même aller plus vite. Mais de base, entre 20 et 30 minutes. Juste en tant que joueur de jeux de société, moi j'adore les TCG, mais à un moment donné t'as dit c'est pas prévu pour l'instant, mais le solo est coop, c'est-à-dire que dans l'idée, même si c'est pas pour la saison 1, t'as dans l'idée que ça puisse être jouable aussi solo et coop dans l'avenir.
Ouais. En fait, on avait fait, encore une fois, je dis, c'est un espèce de remake TCG de Clash of Deck. Clash of Deck, on avait réussi à faire des modes solo, des modes de compte 2, chacun pour soi, à 4 joueurs. Donc en fait, j'ai déjà des pistes et j'ai déjà un fichier où j'ai noté des idées assez pertinentes, j'allais dire. Bon, là, c'était un peu un but de lui-même, mais bon. L'idée, c'est que j'ai déjà en fait des pistes assez sérieuses sur ce genre de mode, solo et multi. J'ai juste pas envie d'y consacrer trop de temps parce que le projet arrive rapidement. J'ai énormément de choses à faire dessus et je préfère me concentrer full sur un mode 1 contre 1 que sur la multiplication des modes. Mais c'est prévu. C'est prévu que sur le set 2, on ait du contenu supplémentaire. Même principe, tu vois, on a limité le nombre de les types de cartes qu'on a dans un deck. Actuellement, on a que des créatures. Au set 2, il y aura possiblement des incantations ou des permanents, des choses un peu plus un peu standard qu'on retrouve dans d'autres TCG. Mais l'idée là, on a essayé de faire un jeu vraiment le plus épuré possible avec le moins de cas particuliers possible. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul type de carte actuellement, en plus des prodiges. D'accord, ok. Alors, on est dans une démarche on est une petite équipe de 2 sur le projet. On n'a pas l'ambition de dépasser les mastodontes. On est là vraiment pour être à côté, de faire sa place. Et on peut pas avoir les mêmes ambitions, même en termes de jeux organisés, etc., que des mastodontes du TCG. On est là vraiment pour apporter quelque chose de frais, de nouveau, mais à notre échelle. Et l'idée, c'est que on concentre nos forces et notre temps sur des trucs qui nous paraissent essentiels pour la V1, pour le set numéro 1. Et donc du coup par rapport parce que donc il y aura pas le solo et le coop pour l'instant, mais ça n'empêche pas que vous savez que ça sortira donc plus tard. Pour les genres de jeux de société, souvent on va pas prendre un jeu de cartes à collectionner parce que ça coûte trop cher. Tu as dit tout à l'heure qu'effectivement les boosters étaient à 2€, mais j'ai des gens souvent je dis aux gens, même si c'est à collectionner, comme tu disais, c'est pas vraiment à collectionner puisque c'est moins cher. Par contre, si quelqu'un se dit voilà, moi le set 1, j'ai envie de jouer avec toutes les cartes parce qu'en fait moi je suis le genre de jeu de société, j'ai envie d'avoir toutes les cartes. Globalement, si on veut avoir toutes les cartes dans les ratios, il y a un équilibre. Quand je dis toutes les cartes, évidemment pas les uniques, mais quelqu'un qui voudrait jouer comme un jeu de société mais qu'il faudrait avoir accès à toutes les rares, les communes, il faudrait qu'il investisse combien pour se dire tiens en fait moi je vais jouer comme un JDS et donc je vais investir tant d'argent. Tu vois ouais. Alors déjà, oui. T'as raison, c'est une bonne question. Si jamais il veut tout, en fait ce que j'entends par tout, c'est avoir toutes les communes et les rares en double exemplaire. Parce que dans un deck on peut jouer que 2 exemplaires d'une même carte, sauf les uniques on peut les jouer qu'en 1 parce qu'elles sont uniques. C'est le principe. Mais de base, les cartes communes et rares, tu peux les jouer en 2 exemplaires maximum. On a réduit le pool de cartes initialement. On voulait faire un jeu avec trop de cartes dans le pool. On avait un truc de mémoire, c'était 540 cartes, on voulait, dans le pool numéro 1. On a réduit drastiquement pour épurer la liste des cartes qui sont dans le set 1. Actuellement, on est à 180 cartes. On a divisé par 3 le pool initial pour avoir que des cartes pertinentes selon nous, sur le set 1. Et pour avoir ces 180 cartes, donc il y a 90 communes, 90 rares, il faudra un petit peu moins de 4 displays pour être sûr d'avoir tous les rares en double exemplaire. Mais ça veut dire, si tu fais ça, que tu vas avoir une tartine quand même de cartes communes et de rares en plus que 2 exemplaires. En fait, on a fait des calculs basés sur, c'est un peu comme les cartes Panini, ou comment tu fais pour avoir toute la collection. En fait, plus tu te rapproches, plus ton pool est important, et plus tu te rapproches d'avoir complété, plus ça devient difficile d'avoir les dernières cartes. Donc en vrai, avec juste 2 displays, je pense, et du trade, je pense que tu peux avoir toute la collection. D'accord. Sachant que dans tous les cas, pour jouer vraiment en tant que jeu de société, on n'a pas besoin d'avoir toutes les cartes x2. Enfin, tu seras pas mauvais parce que tu auras pas les cartes x2, parce qu'avec les uniques, etc., t'es pas obligé de dire mince, celle-là je voulais l'avoir 2 fois, parce que de toute façon l'unique à la limite, elle pourra peut-être reprendre les capas de ta rare ou de ta commune. Ouais, complètement. Et puis en plus de ça, on joue rarement toutes les factions d'un TCG en général, sauf ceux qui aiment bien un petit peu essayer un petit peu tout. La plupart des personnes se concentrent sur 1 ou 2 factions. En général, sur un TCG, quand c'est des monofactions, je pense par exemple à Hearthstone, en général, il n'y a aucun joueur qui va jouer toutes les classes dans Hearthstone. Il va plutôt se concentrer sur démoniste et druide. Là, c'est un peu la même idée. L'idée, c'est que tu vas te concentrer sur 1, sur 2, 3, 4 factions, et tu joueras pas forcément toutes tes factions, et les factions que tu vas pas jouer, les 1, 2 ou 3 factions que tu joueras pas, ces cartes-là, tu pourras les échanger, notamment les cartes uniques, et rares et communes aussi d'ailleurs, tu pourras les échanger pour récupérer des cartes qui toi t'intéressent. Super.
Moi, ça répond bien à la question. Alors des fois, je vous montre que les hantes parce qu'en fait, il y a mon fils qui m'a mis un doigt dans l'œil depuis ce matin. Je suis sous antibio, il m'a explosé l'œil. Donc si vous voyez que je pleure, c'est pas que les hantes me fait pleurer, c'est juste que je suis pas défoncé non plus. C'est juste que j'ai des yeux explosés, que mon fils voilà, il m'a bien explosé l'œil. Bref, donc c'est pour ça que de temps en temps, on te voit en gros plan. Tu vois, je fais un peu des effets caméra, tout ça. Okay, écoute, je pense que ça répond pas mal à mes questionnements et questionnements aussi de ceux qui pourraient faire du jeu de société. Et on a parlé beaucoup de gens parce que dans la garageux, il y en a plein qui font du jeu de société et qui des fois ont pas envie de jouer à un TCG. Je pense que ça répondra pas mal à ces questions-là pour savoir si déjà ça peut les intéresser ou pas de franchir le cap. Et pour ceux qui font du jeu de cartes à collectionner, parce qu'on n'en parle pas, en fait on n'a pas beaucoup parlé d'eux, c'est-à-dire ceux qui font vraiment du TCG, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport aux autres TCG? Parce que souvent on dit bah ouais mais en fait 2 TCG ça revient trop cher. Alors là pour le coup on sait que non, mais non. Mais est-ce que voilà, est-ce que tu vas attiser un peu le... Ouais, bah je peux te dire qui est-ce qu'on cible déjà. Comme type de joueur sur Morph, on va cibler des nouvelles personnes qui veulent se lancer dans le TCG, comme je te disais. On va également cibler des personnes qui aiment bien picorer les TCG, qui font des AP, qui vont essayer, qui vont voilà picorer dans l'idée. On va pas s'adresser à des joueurs qui sont focus et experts sur un TCG en particulier, n'importe lequel, hein, parce que ils vont. L'idée, ça va être de se positionner comme un side de TCG, un TCG qui se joue à côté des autres, pas un TCG qui vient remplacer. Et on n'a pas la richesse d'un Magic, par exemple. On n'a pas les combos d'un Yu-Gi-Oh. On a un produit actuellement et un jeu qui est très accessible dans son gameplay, un peu à la Lorcana 7.1 si tu veux dans l'idée, ou sur un jeu vraiment ou presque ça serait un jeu parent-enfant, où un enfant de 10 ans, même 8 ans, selon les profils d'enfants, peut jouer et gagner contre un adulte. On est vraiment sur un public casu. L'idée, c'est vraiment des joueurs casual, pas des experts, des personnes qui vont prendre du plaisir à faire des AP, des événements un peu organisés en boutique, mais on n'a pas du tout d'ambition de faire du tournoi organisé à des échelles régionales, nationales, internationales. C'est pas du tout l'objectif. Comme je te disais, on est une toute petite équipe. Actuellement, on n'a pas la structure pour le faire. On a une structure pour créer un jeu, l'éditer, le vendre, le diffuser. Mais en termes de jeu organisé, on va beaucoup s'appuyer, en tout cas c'est l'objectif qu'on a, s'appuyer sur les boutiques pour faire des animations en local. Ok. Donc ouais, alors ça passe au chapitre d'après, mais c'est un peu ça, c'est effectivement non mais c'est très bien. C'est-à-dire que effectivement le TCG t'as envie que ça vive, donc on dit bah comment de quelle manière tu vas faire vivre effectivement ton jeu auprès des joueurs. Et donc là tu as un petit peu répondu. Donc tu as parlé de jeu organisé quand même s'il n'y a pas d'argent à gagner entre guillemets, il y a quand même ça va compléter si tu veux l'être. Vas-y. Il faut savoir que comme je dis, on est une petite équipe de 2 sur le projet et on fait pas que ça. Et du coup, on n'aura pas la capacité de faire un set tous les 3-4 mois comme c'est actuellement le cas sur beaucoup de TCG. Nous, on sera sur, si jamais ça fonctionne, le Kickstarter, parce qu'on n'est pas à l'abri que, on sait pas, hein, ça peut ne pas fonctionner. Moi, j'y crois assez fort, hein. Mais on sait jamais. On verra début octobre comment la campagne s'est passée. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on sera sur un rythme de sortie de un set par an dans l'idée. Donc, on ne sera pas un TCG qui va se jouer toute l'année. Tu vas y jouer à sa sortie pendant 3-4 mois, et puis après, hop, tu vas le mettre de côté, tu vas passer à un autre TCG, à ton TCG principal ou à d'autres jeux, et puis après, quand le set 2 va sortir, hop, tu vas pouvoir t'y remettre. L'idée, on n'est pas là pour cannibaliser le temps des gens en les monopolisant, sur toute l'année. On n'aura pas la capacité de le faire de toute manière. Et c'est pas notre ambition non plus. On est là vraiment sur encore une fois, sur un side de TCG, un truc qui se joue fil de côté pour des joueurs casuals. Et pour répondre à ta question sur le fait qu'il y ait des lots ou pas, il y aura des lots mais sous forme de cartes, sous forme de goodies, sous forme de tapis exclusifs, des choses comme ça en boutique, des lots de récompenses de tournois par exemple en boutique, mais il y aura pas d'argent à la clé. Voilà, il y aura pas du tout de cash prize, c'est pas du tout l'intention. D'accord, ça pour le moment, je te dis ça là, sous réserve de, admettons un jour ta peste et on a un distributeur fait des folies, c'est jamais. Mais c'est pas l'objectif de base. Mais en tout cas, il y aura plutôt des promos, etc. envoyés aux boutiques pour que les gens puissent jouer régulièrement. Parce que j'allais dire justement, TCG, JCE, pourquoi pas JCE? Est-ce que ça tu y as réfléchi au début? En fait, Clash of Deck, c'était un JCE. Tout le monde a fait une extension qui était diffusée tous les 3 mois, 3-4 mois. On a fait des extensions et en fait sur le côté JCE, le modèle économique est un peu compliqué à tenir.
parce que le modèle économique n'est pas assez rentable sur un petit jeu de cartes, en tout cas. Même quand tu fais du volume, en fait, c'est compliqué. Et parce que aussi le jeu a été très mal diffusé en boutique sur le JCE. Il y a besoin d'avoir une commu avec la possibilité d'organiser du jeu organisé, simplement, pour le faire vivre. Sur Clash of Clans, ça n'a pas été rendu possible par le distributeur de l'époque qui voulait, je vais pas le citer, mais qui voulait pas nous donner les contacts des boutiques de ses clients, parce que c'était une donnée privée selon lui. Mais du coup, nous, on n'a pas pu du coup entrer en contact avec ces boutiques pour leur proposer d'organiser du jeu sur place, et du coup ça a un peu tué le jeu, en tout cas en boutique, pas en festival, pas sur Kickstarter, mais en boutique ça a fait un four complet parce que il n'y avait pas de jeu organisé sur place. Et c'est ça qui permet notamment de faire exister le jeu, de le faire connaître, de créer des communautés, que les gens se retrouvent autour. C'est hyper important, c'est capital en fait, c'est capital. Oui, donc j'entends quand même que le jeu organisé pour toi est vraiment est très important. C'est pas parce que c'est pas un jeu où pour l'instant il y aura plein d'argent à gagner que t'as pas envie de soutenir le jeu organisé. C'est vraiment le jeu organisé pour moi, c'est fondamental. Et pour moi c'est fondamental parce que c'est en fait je me projette en tant que joueur aussi, et c'est comme ça que je consomme mes TCG et mes JCE, et uniquement par le biais de boutiques ou d'assos éventuellement, tu vois. Alors, soit en asso très spécialisé, ou en barrageux où tu as une communauté de TCG, mais il te faut un endroit, un lieu, un QG, il te faut un QG en fait, où tu joues. Ou alors une personne qui fédère des personnes, des joueurs de TCG autour, mais il te faut un aimant, il te faut quelque chose qui attire les joueurs autour, ce soit un lieu ou une personne. Sinon en fait ton TCG il va pas prendre racine, et il faut plusieurs joueurs pour faire une communauté, c'est important. Je comprends. Mais du coup, c'est pour ça qu'effectivement le jeu organisé est bien là-dedans. Je comprends tout à fait. Donc après, comme tu disais, après l'avenir de Morph dans 2-3 ans, pour l'instant, ça sera à évoluer au fur et à mesure de. En fait, souvent on dit que c'est les joueurs en fait qui font le jeu. Hein. Des fois, enfin c'est l'auteur évidemment, mais mais c'est les joueurs qui fait. Le début, oui, c'est moi. Mais d'ailleurs, j'ai pas dit, mais je suis auteur et éditeur sur le jeu. Ouais, je l'ai dit à l'introduction. Je l'ai dit ça. Et oui, c'est les joueurs qui vont permettre d'écrire de l'aventure, quoi. L'impulsion, le départ, le Kickstarter, c'est moi, effectivement, mais ensuite, rien n'est possible sans les backers, et sans les joueurs, et derrière sans les boutiques, et sans les assos, et voilà. Donc, après, on verra comment ça se passe, mais nous, en tout cas, on va tout faire pour que ça se passe bien, quoi. On a appris pas mal de choses sur Clash of Deck, et les erreurs à pas commettre, et les choses qu'on aurait souhaité faire mieux, et je pense que, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec Morph. En parlant de justement de lancement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la campagne justement sur Kickstarter qui débute le 9 septembre? Est-ce que va y avoir des paliers, il y a des stretch goals, il y a des trucs, des teasings qui vont arriver? Comment ça va fonctionner? Est-ce que combien la durée de la campagne? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce financement, et pourquoi le financement plus qu'une sortie directe en boutique aussi? Voilà, enfin en gros globalement. Wow. Le crowdfunding. Rien que cette question-là, mais pourquoi Kickstarter, c'est une question qui va nous prendre 1h30. Non, j'exagère. Je vais synthétiser. On est toujours passé, chez Gram Edition, on est toujours passé par du financement participatif parce que ça nous garantit une indépendance totale sur ce qu'on veut proposer. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis auteur de jeux, j'édite mes jeux, je les édite parce que je veux avoir le contrôle de A à Z sur mon projet, de la création, de l'édition, en passant par la diffusion, l'animation au festival, tout. Je gère absolument toutes les casquettes. Et j'ai ce besoin de contrôler absolument toute la chaîne. La vente directe, pour moi, c'est essentiel parce qu'actuellement, en boutique, en tout cas sur la partie jeux de société, le marché est selon moi saturé et c'est extrêmement compliqué de réussir à se faire une place en jeux de société. TCG, c'est un peu différent. Jeux de société, déjà parce que le TCG arrive très fort et vient gratter beaucoup de parts de marché en boutique, mais parce que les boutiques sont saturées, et avant, quand elles prenaient toutes les nouveautés, aujourd'hui il y a un vrai choix qui est fait sur les choix des jeux, et c'est difficile d'exister en boutique aujourd'hui. Et c'est difficile d'exister, mais c'est encore plus difficile de réussir à s'installer en boutique. Et il faut savoir que les marges également, quand on passe par de la boutique et de la distribution, elles sont beaucoup moindres que quand on passe par du KS. En fait, KS a le triple avantage de 1, on reste indépendant, on fait ce qu'on veut au rythme où on veut, et on fait une proposition, et ensuite les gens y adhèrent ou pas. 2, ça nous donne des fonds avant même la production, et ça permet de tester le marché pour savoir s'il y a un réel intérêt des joueurs pour ce projet-là. Et 3, ça permet de confirmer donc l'intérêt, ce que je viens de dire,
pour aller chercher derrière des distributeurs ou des partenaires qui feront le relais auprès des boutiques. Donc ça a tellement d'avantages pour un éditeur, je comprends pas pourquoi. Après, faut savoir le faire. Hein. Nous, Kickstarter, ça fait maintenant mes premiers financements participatifs, moi, ils datent d'il y a 10 ans. Je suis passé par Ulule, par Bank. J'ai fait du Tipeee aussi à un moment donné sur mes jeux Cut and Play et Kickstarter. J'en ai organisé à l'époque aussi de Lucky Duck, quand je me suis fait Lucky Duck Games, et je passe maintenant pour tous mes projets d'auto-édition sur Kickstarter pour ces raisons-là. Donc Kickstarter, pour moi, là où il y en a qui voient quelque chose de terrible, que ça squeeze les boutiques, moi je trouve que ça donne de la place à des créateurs qui n'auraient pas leur place en boutique. Ça veut pas dire qu'il va pas sortir en boutique, c'est juste l'amorce, c'est juste pour l'amorce de ouais, tout ça. Pour le lancement, ouais, tout à fait. Et puis je trouve ça hyper intéressant aussi de pouvoir aller chercher tout de suite un public qui n'est pas seulement francophone. C'est que nous, nos clients, sur Clash of Deck et sur nos autres projets, Game League Pocket, Micro Hero Hercule, tout ça, on est à 20% sur des non-francophones. Il y a 20% de francophones, donc Belgique, Canada et France essentiellement, et tout le reste, c'est des backers internationaux. États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Inde, Chine, Japon, et donc je trouve ça hyper intéressant de pouvoir avoir des retours, pas que du microcosme francophone des joueurs de cette société, mais vraiment de points de vue qui sont extrêmement larges. En fait, je trouve ça hyper intéressant. Et puis l'idée de créer une communauté sur Kickstarter, c'est aussi de créer des backers qui vont te suivre de projet en projet. Parce qu'en fait, au-delà de juste backer un projet, ils suivent quelqu'un qui ont envie de pousser. Il n'y a pas que juste je consomme un jeu et puis je me barre. C'est juste ok, je m'intéresse à cette personne. Ok, cette personne, ça fait son 5e projet qu'elle lance. Elle respecte ses délais, elle respecte ses engagements, elle communique de manière transparente. J'ai envie de continuer à la suivre. Et il y a ce côté-là qui est hyper important. Sur Kickstarter, la valeur fondamentale pour réussir à durer, c'est la confiance. Si tu as la confiance des backers, derrière tu peux continuer à sortir des projets d'édition de jeux sans trop de soucis. Par contre, dès que la confiance s'érode, là, c'est fini. Ça me fait rebondir justement au fait que ceux qui te connaissent, il y a sur les financements participatifs, il y a le soutien de l'auteur parce qu'on sait ce qu'il fait, parce qu'on aime ce qu'il fait et on veut le soutenir. Qu'on aime ou pas le projet, souvent il y a ce côté qui est très, cet affect avec l'auteur qui est vraiment très chouette. Et justement pour rebondir au Kickstarter, pour les personnes qui te connaissent pas ou etc. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de différent par rapport au fait d'attendre une sortie boutique justement. Pour ceux qui disent nous on n'a pas envie spécialement de soutenir un auteur directement, pourquoi on n'attendrait pas la sortie boutique et de voir. Tu vois, c'est un peu dans l'autre sens quoi, se dire. Ouais, j'entends. En fait, c'est simplement que actuellement. Et en toute transparence, encore une fois, nous, on fait toujours preuve de transparence sur nos projets. On a une piste actuellement de distribution sur le marché francophone qui n'est pas du tout actée, donc on n'a rien qui a été signé. On a une piste potentielle, mais pour l'instant, le jeu n'est pas du tout garanti d'aller en boutique. Et j'ai envie de te dire, si le succès n'est pas au rendez-vous sur Kickstarter, il y aura pas du tout de chance qu'il y ait un projet boutique derrière. Donc en fait, c'est un peu prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut d'abord réussir A pour arriver sur du B, pour éventuellement réussir à arriver sur du C. Et qu'est-ce que ça apportera à la personne? C'est déjà elle est sûre d'avoir ce qu'elle veut, et 2, on aura également évidemment, comme sur la plupart des campagnes, des intérêts spécifiques à participer sur cette campagne-là. Il n'y aura pas des réductions de prix parce qu'on veut pas se mettre en porte-à-faux avec les boutiques. On veut pas dire oui, on a déjà fait des prix dégressifs pour notre campagne et donc vous aurez des vrais tarifs derrière. Non, on va juste avoir des goodies ou des trucs un peu collector, on va dire, qui seront offerts, pas vendus, offerts pendant la campagne. Ça, c'est des stretch goals que tu vas débloquer en fonction du nombre de contributeurs. Ouais. Ou c'est pas dévoilé de suite. Vas-y. Ouais, c'est ça. En fait, ça, je peux pas encore te le dévoiler. Il y aura un élément capital qui donnera envie de participer à la campagne. Je peux pas te le dévoiler. Ça fera partie un peu de l'effet waouh de découverte. Ah oui, ok, donc c'est parti, mais j'ai ça maintenant. Mais ça, je peux pas te donner le détail pour le moment. Et c'est quelque chose qui va s'améliorer pendant les stretch goals. Donc en fait, les stretch goals vont permettre de bonifier le cadeau. Il y a un cadeau commun qui est cool de base. En fait, avec les stretch goals, il va s'améliorer. D'accord, ok. Donc là, ça sera à découvrir pendant le financement participatif. Ouais. Très bien. Exactement. Je profite pour rebondir. Je disais qu'il y avait des. Vas-y.
Je sais plus si j'ai répondu à toutes tes questions. Tu m'avais dit. Si, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y aurait comment fonctionne la campagne. Et par contre, la campagne, donc, je vous rappelle, c'est le 9 septembre sur Kickstarter. Et ça va durer jusqu'à quelle date? En gros, ça va durer. 9 octobre. 9 octobre. Pendant un mois. Pendant un mois, vous pourrez, soutenir, et une livraison, plus ou moins, approximative pour les backers. Tu sais, une sortie pour les un mai, début juin. Donc rapide. Assez rapide, quoi. Donc. On va essayer, ouais. Autant, en fait, en termes de planning, je peux être transparent là-dessus, pas de souci. On finit le caisse le 9 octobre. On finalise tous les fichiers, et notamment la génération de toutes les cartes uniques qu'on va devoir faire via un générateur. On prépare les fiches d'impression et ça part en impression environ mi-décembre chez notre imprimeur Watch Game et un fabricant chinois de grande réputation qui fait notamment tous les jeux Yellow et d'autres, Ori Games, etc. Avec qui on a déjà fait 2 projets ensemble. On a fait Micro Hero Hercule et la Gaming Pocket. D'ailleurs, petit aparté, on aurait voulu passer par Cartamundi pour faire de notre TCG. Cartamundi qui produit quasiment tout le marché européen sur les cartes à collectionner. Malheureusement, le marché est saturé et du coup, toutes les lignes de production sont bouchées. Le plus tôt pour rentrer sur ces lignes-là, c'est dans 2 ans. Et le minimum de billets à mettre, c'est 1 million d'euros en termes de production. Donc autant te dire qu'à notre échelle, c'était pas envisageable. Donc je disais, on lance en impression environ le 15 décembre. La prod se fait sur le premier trimestre 2026. Ça prend le bateau et ça devrait arriver chez nous dans notre entrepôt. Tout, les accessoires de jeu, les boosters et les decks de démarrage, environ début mai. Et donc on devrait être en capacité de pouvoir préparer toutes les expéditions courant mai et expédier ça fin mai ou début juin. Ok. Très bien. Bon, avec une sortie boutique espérée, si j'avais une sortie boutique, peut-être fin juin, un truc comme ça. D'accord, ok, super. Bon, comme ça, y a pas trop à attendre. Et je disais tout à l'heure pour le petit teasing, etc., ou le petit concours. Donc là, si vous voulez participer, justement, parce que tu disais, faudra quand même attendre un petit peu. Mais si justement vous êtes collectionneur et vous avez envie d'avoir le prototype collector que j'ai entre les mains, qui est ici, où il y a en fait 2 decks. Il y a 2 decks jouables, donc il y a 2 prodiges qui sont ici, qui sont déjà tout construits. Et donc si vous voulez tenter de les gagner, donc vous avez juste à mettre en commentaire de cette vidéo la couleur que vous aimeriez bien jouer sur le jeu le jour de sa sortie. Je vous rappelle que si vous revenez en arrière, il y a Léandre a expliqué un peu les couleurs, donc je vous invite à regarder un peu en arrière et vous dites en commentaire tout simplement la couleur que vous aimeriez bien, la couleur que vous aimeriez bien jouer, ou parce que vous aimez bien la mécanique, ou parce que vous aimez bien la couleur, et je ferai un tirage au sort je ferai un tirage au sort juste après la sortie du financement. Ça sera le lundi 15. Donc vous avez jusqu'au lundi 15 septembre pour participer à ce petit concours à l'intérieur de cette vidéo. Donc je vous invite à mettre en commentaire la couleur, à partager évidemment tout autour de vous, puisque plus il y a de monde qui partage, plus c'est vu et plus c'est sympa, que ça soit pour Morph, que ça soit pour la garage, etc. Puisqu'il y a tout. Et on verra la grosse carte également. Ah ouais. ça je la veux bien, celle-là, par contre. Ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Donc jusqu'au 15 septembre, si vous voulez, en commentaire, je vous invite à mettre une couleur et à partager tout autour de vous, évidemment. Comme ça, il y aura un tirage au sort et vous recevrez, en avant-première, vous pourrez tester. Alors attention, c'est le prototype V1, donc c'est vraiment pour les collectionneurs ou pour ceux qui veulent découvrir le jeu. Vous aurez la chance d'avoir cet article de collection et qui vous sera envoyé après par la suite, et donc vous pourrez y jouer avant tout le monde, sauf si évidemment vous allez sur les salons pour le découvrir, puisque je pense que tu seras aussi sur les salons, peut-être à droite à gauche, pour faire découvrir le jeu. Ouais. Alors là sur les salons, on a fait pas mal cet été. On a fait le Flip à Parthenay, on a fait Paris Ludique également début juillet, on a fait Ludofest à Angers, organisé par Ludo Trotter. Et là le prochain qu'on fait c'est Vichy, mais Vichy côté pro cette fois-ci, parce qu'en fait il y aura un pledge boutique également pour information. Donc il y aura des boutiques qui auront la possibilité de pledger pour pouvoir vendre des produits également comme des backers dans l'idée. Voilà. J'y serai aussi d'ailleurs. On fera se faire aller boire un coup. Donc si vous voulez voir Garage et Léandre, vous pouvez venir nous voir à Vichy Pro. Mais évidemment, si vous n'êtes pas parmi les pros, on se verra sur notre salon. Alors on a parlé de pas mal de choses, je pense dans mes notes, je pense qu'on a dit plein de choses. Peut-être ouais, si j'ai deux notes quand même. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce projet, par rapport au jeu que t'as déjà fait, etc. De se dire tiens, sur ça, je suis content. Évidemment, il est pas terminé le projet, mais d'où t'en es sur Morph, en tout cas dans sa création et tout ça. De ce qui te rend. Alors le plaisir de jouer, en fait, il est toujours présent.
il est toujours présent parce qu'en fait, je te dis encore une fois, on est vraiment sur le même système, le cœur de jeu de Clash of Deck. Et pour moi, c'est un système de jeu par séquence que j'appelle, que je trouve encore plus fluide et qui me procure au moins autant de plaisir que Clash of Deck. J'adore l'absence de frustration dans le jeu, c'est-à-dire que t'as toujours du mana, t'as toujours des choses à faire parce que t'as toujours une main de 4 cartes. Et il y a une espèce d'absence de frustration qui fait que t'as jamais de temps mort ou de creux dans ta partie. T'es toujours en train de faire un truc et t'es toujours en train de gagner en puissance. Ça c'est un truc qui est très satisfaisant en tout cas dans ce style de gameplay. Et autre chose dont je suis assez fier, c'est les spécificités qu'on arrive à mettre dans le jeu. Par exemple, le côté zone à découper, c'était certains se diraient ah oui c'est facile en fait il a juste fait un trou dans sa carte et il a pas fait d'illustration donc il n'y a pas de boulot. Non, il y a beaucoup de boulot sur ça, on se rend pas compte. Déterminer précisément où placer le cadre pour que ce soit compatible avec tous les TCG, les main TCG de taille 63-88 pour qu'on ne voit que l'illustration qu'il y a derrière, éviter tous les logos, les textes, les titres, tout, et avoir un truc qui est placé de manière universelle, ça a été du boulot, et ça a été du boulot aussi de trouver quelque chose qui permette de se dépuncher facilement. Parce qu'au départ, avec le fabricant, on a fait 4 tests, là c'est le 4e. Au début, on galérait à dépuncher, après ça se dépunchait trop facilement, après c'était un peu trop dur, et là la dernière version, elle est nickel, ça se dépunche trop bien. Il y a même le son en mode ASMR, je pense que je ferai des vidéos de dépunchage, tellement que ça c'est ce dont à faire. Et donc, il y a tous ces éléments-là, et aussi le côté carte unique. En fait, c'est toutes les spécificités qui font le jeu qui me rendent assez fier, et c'est l'ensemble de ce que ça donne. Et tu vois, dès que je reçois le prototype là, de la V2, c'est hyper gratifiant de voir tout le travail qui a été fait, et de voir un truc réel, concret, quoi. Ça, c'est très satisfaisant. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est toujours pareil, très original. Et alors, parce que je pense que après dans mes questions, j'espère qu'on a parlé je pense de pas mal de choses. Si maintenant t'as toujours encore un peu des viewers qui sont un peu hésitants, qu'est-ce que tu pourrais leur rajouter comme une ou deux phrases pour par rapport à peut-être ce qu'on n'aurait pas dit ou pour le mot de la fin pour les convaincre sur. J'ai un truc qui va mettre tout le monde d'accord. Vas-y. Si jamais il y a un doute sur le fait est-ce que ça peut m'intéresser comme gameplay, est-ce que le TCG c'est vraiment fait pour moi, est-ce que je vais vraiment accrocher, on va faire exactement comme sur Clash of Deck saison 1. Au niveau des pledges, on n'a pas fait toute la liste des pledges, mais je pense que c'est pas très intéressant de les faire, mais il y a un pledge qui est très important, qui est le tout premier. Il coûtera 1 euro. 1 euro le pledge. Et dedans, vous aurez un kit de 55 cartes. Et dedans, vous aurez 2 demi-decks de 26 cartes avec un prodige qui permettra avec ce petit paquet de pouvoir expérimenter le jeu et de lancer une game et de voir tout de suite en du coup 10-15 minutes parce que c'est des parties plus courtes, c'est des mini-decks de 26 et pas de 40 cartes, de voir tout de suite si le jeu peut vous plaire avec un risque financier qui est extrêmement limité puisque ça coûte que 1 euro. Concrètement, on est presque sur le même modèle que Clash of Deck, le pack d'initiation, sauf que vous payez pas 0, là vous payez 1. C'est un peu dur à sortir les 1 euro, mais voilà, si jamais vous êtes curieux, juste curieux du projet, 1 euro, et comme ça vous serez fixé. Voilà pour les plus réticents ou les personnes qui seraient hésitantes. Ça, c'est un produit qui a été pensé pour vous convaincre. Alors, sachant qu'en plus, tu auras, au moment de vous allez voir cette vidéo, logiquement, en description, vous pourrez aussi avoir le lien pour le print and play, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Les gens pourront... Complètement. Ouais, ben voilà, Et oui. Et pas que, il y a le print and play qui sera disponible au moment où on diffusera cette vidéo. Donc, on sera dans la description, il y aura le lien. Et en plus de ça, vous aurez également le lien pour aller jouer sur TTS Tabletop Simulator, où vous pourrez expérimenter les jeux. Si jamais vous avez Tabletop Simulator, vous pourrez jouer de manière numérique au jeu Amorph. Dans l'avenir, t'aimerais qu'il soit aussi justement comme Clash of Deck jouable en numérique ou ça à voir? En fait, mécaniquement, ça a été pensé pour. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'interaction. C'est-à-dire qu'on a une phase d'invocation de mana, on a une phase où on va faire nos choix, on va poser nos cartes, on va dépenser notre mana, et la phase 3 qui est la phase d'assaut, toutes les cartes attaquent de manière automatique, il n'y a pas d'intervention humaine de joueur, ni pendant le tour de l'autre, ni pendant son propre sa phase d'assaut qui est automatique. Donc mécaniquement, on l'a pensé pour que ce soit compatible facilement sur un modèle numérique. À voir qu'il y aura une version BGA, s'il y aura une version app, ou quoi. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. On se concentre à fond, comme je disais, sur la V1, sur le minimum possible parce qu'on est une toute petite équipe, mais je n'écarte pas cette possibilité à l'avenir. On sait jamais. Ok. Ça fait déjà... C'est pas dans les objectifs de départ.
Donc entre le print and play, le pledge à 1 euro, si vraiment pour ceux qui hésitent, et puis il y aura aussi un live pendant la campagne, hein, ça sera le vendredi, donc hop là, on va revenir ici, ça sera, pendant la campagne, quand je dis pendant la campagne, ça sera exactement, hop, je reprends, ça sera juste avant, ça sera le 5, donc le vendredi 5 septembre, et ben vous pourrez venir poser toutes vos questions en live à la Guerre à Jeux, donc ce sera sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, à 21h, et là, ben, dans ce cas-là, le 5 septembre, vous pourrez vraiment poser toutes vos questions en direct, juste avant la sortie de la campagne. Donc si vous avez des questions sur les pledges, sur les tarifs, sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit, ou si vous allez dire juste un coucou à Léandre ou à Gab de la Guerre à Jeux, vous pourrez aussi pendant ce live, ça sera l'occasion. Donc je vous rappelle qu'il y a évidemment cette vidéo avec même le concours. Il y a donc le print and play qui va sortir. Vous allez avoir une partie à 2 jours que vous pourrez regarder en description pour voir aussi comment évidemment tourne le jeu. Il y aura le live le 5 septembre et en plus je ferai aussi évidemment une vidéo tout seul aussi de critique parce que j'ai fait déjà plusieurs parties du jeu et comme ça évidemment je vous ferai une critique du jeu. Faut savoir que cette vidéo, on l'a fait en partenariat ensemble, partenariat qui n'est pas rémunéré, mais par contre j'ai demandé on a fait un échange pour que je puisse avoir des produits sur le jeu, mais ça m'empêche pas de donner, de dire mon avis à 100% sur tout ça. Je pense pas que Léandre, dans ce qui est bien, ce que j'aime bien, ce que j'aime moins, donc ça vous aurez aussi une vidéo là-dessus. Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Mais écoute, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour de... On a fait un beau tour d'horizon, je pense, Alain. Après, je pense que si jamais on a oublié des trucs, justement, ça sera l'occasion aux gens de poser des questions en live. Je pense aussi. On a pas mal de choses. On a dit plein de choses. En tout cas, c'était très intéressant et puis hâte surtout de voir le lancement et de pouvoir jouer avec tout plein de monde, de voir que Et puis nous, vous dites en commentaire ce que vous en pensez, vos avis aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi le dire évidemment en commentaire de cette vidéo. Et vas-y. J'ai un petit mot de la fin, mais presque. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par le projet, je sais pas si tu mettras le lien de la campagne dans la description. Bien sûr. Il y a possibilité de se préinscrire pour le lancement. Il y a déjà 1200 personnes, je crois, à peu près de préinscrits. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire et vous aurez une alerte le jour du lancement pour pas zapper. Voilà. Tout à fait. Parce qu'effectivement, vous l'aurez en description, je le marquerai dessus, donc pour aller voir, comme ça vous aurez tout pour arriver le jour J et être frais et dispo. Écoute, un bon morceau avec tout ça, c'était chouette en tout cas de passer ce moment-là ensemble, ça me fait plaisir. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, on va se voir aussi en vrai et puis on va jouer un petit peu là parce qu'il faut que je te montre un peu mes talents. on va voir ça. Après j'ai dit qu'un enfant de 10 ans pouvait gagner donc je prendrai pas la bouche. Allez, moi j'ai du challenge, moi je veux gagner l'auteur. Et écoutez, en tout cas on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et puis allez, amusez-vous bien en tout cas. Bye bye.